Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une présentation sur les fascias et le système facial, qui est quelque chose que j'aime beaucoup au niveau de la médecine et qui est assez mal connu. J'avais envie de partager un petit peu avec vous ce que j'ai lu au niveau des études et des connaissances scientifiques qu'on a à l'heure actuelle sur ce tissu. Alors les fascias, ça ressemble à ça. C'est vraiment cet enchevêtrement de filaments extrêmement fins. C'est très joli. C'est une belle architecture. Euh, En même temps légère et en même temps avec plein de fonctions très importantes. Et je vous propose aujourd'hui de pouvoir découvrir comment ils sont constitués au niveau de l'anatomie et quelles sont leurs fonctions. Et ça va être un peu le but de cette présentation. Alors, pour ceux qui ont envie d'aller voir un documentaire, il y a celui d'Arte, là, qui est mentionné sur l'image, qui est un excellent documentaire et avec vraiment plein d'images très très jolies, des fascias et très sympa. Donc, ça peut être un complément si vous avez envie. Au niveau du plan, on va suivre à gauche définition, composition des fascias, leurs fonctions, quelques idées au niveau des pathologies qui peuvent être retrouvés chez les fascias, quels sont les aspects de leur physiologie qui nous intéressent. On va notamment se focaliser sur la douleur, sur le mouvement, qui sont des choses importantes pour notre clinique. Et après, les effets des thérapies manuelles, puis les différentes études un petit peu qu'il y a sur les fascias, une conclusion et une bibliographie. J'ai mentionné donc toutes les sources entre parenthèses avec les numéros, vous les retrouvez tous dans la bibliographie tout à la fin. Au niveau de la définition, alors c'est là où il faut déjà être assez attentif, c'est qu'on peut définir un fascia qui est un élément donné, comme une planète par exemple, avec ses particularités, et on peut parler du système des fascias, système facial. Puis là, c'est vraiment la galaxie avec des milliers de choses en communication les unes des autres. Et dans cette présentation, on va beaucoup s'intéresser au système facial parce qu'il a beaucoup plus de choses à nous apprendre et il a beaucoup plus d'éléments qui peuvent nous être utiles pour la clinique. Alors un fascia, c'est une membrane fibroélastique qui recouvre ou qui enveloppe une structure anatomique, ça c'est ce qu'on apprend en médecine. Alors c'est très souvent visualisé comme ici, là, autour d'un muscle, ça fait comme une boîte de conserve. On ne parle pas tellement de leurs utilités, à part du fait que ça permet aux muscles ou aux organes de glisser facilement les uns contre les autres, mais sinon on n'a pas tellement d'autres idées de à quoi ça sert. Donc le fascia boîte de conserve comme ça. Et à côté de ça, on a le système facial. Puis ça, je pense que c'est vraiment très intéressant parce que, en fait, quand les thérapeutes des fascias, les ostéopathes, les fasciathérapeutes, parlent des fascias, eux, en fait, ils parlent du système facial. Ils parlent pas souvent du fascia juste en lui-même. Ils parlent vraiment de tout ce système. Et en fait, ils parlent de tissu conjonctif. Et ça a été déjà une révélation pour moi, c'est qu'on n'utilise pas le même terme. Donc nous, on parlerait de tissu conjonctif en médecine, et eux parlent vraiment des fascias. Et en fait, ce tissu conjonctif, ce qui est très intéressant, c'est qu'il forme un continuum dans le corps. Donc depuis vos orteils jusqu'à vos doigts, sur toutes les parties de votre corps, en fait, on pourrait continuer à suivre le tissu conjonctif. C'est vraiment relié partout, comme l'architecture un peu de cette photo, entre tous les organes, toutes les cellules. Et ce tissu conjonctif est constitué de beaucoup de structures qu'en fait nous on a sous-divisées dans la médecine, puis on apprend chaque structure séparément avec le petit bout de fascia qui l'entoure, mais on n'apprend pas le fascia comme en fait un système complet. On ne parle pas du système des fascias. Et je pense que ça, c'est quelque chose où on rate quelque chose et on pourrait y gagner. Alors, dans le tissu conjonctif, on retrouve le tissu conjonctif de soutien, tissu conjonctif adipeux, donc pour la graisse, toutes les membranes vasculaires et des nerfs, les aponevroses autour des muscles, le périoste autour de l'os, les fascias superficiels qui sont sous la peau et les fascias profonds qui sont autour de tous nos organes. On retrouve les capsules articulaires, on retrouve les ligaments, on retrouve les tendons, l'os, les endo, péri, épimysium qui sont
fascias à l'intérieur des muscles, donc tout le système ostéo-articulaire, et on peut aussi retrouver les méninges. Il y a encore probablement d'autres choses que j'ai oublié de citer dans ce tissu conjonctif. Donc ouais, c'est vraiment une énorme population en fait de tissus différents. Alors, de quoi est composé en fait le tissu conjonctif? Donc ça, c'est une bonne image qui nous montre un peu qu'est-ce qu'on trouve. On retrouve des cellules, des fibres et une sorte de matrice. Donc, les cellules, c'est la cellule principale, c'est le fibroblaste, qui est une cellule qui va en fait synthétiser, réguler tout le milieu du tissu conjonctif, avec une fonction aussi extrêmement importante qui est sa capacité de se transformer en myofibroblaste, donc un fibroblaste avec des capacités de contraction, comme un certain muscle, on pourrait dire. Et ça lui permet de changer la forme du tissu conjonctif. Et par exemple, dans la cicatrisation, ça va permettre de rapprocher en fait les deux bords de la peau pour permettre de fermer la brèche. Mais donc, ça permet aussi de changer toute l'architecture de notre tissu conjonctif. Et les fibroblastes ont également un rôle important dans le recrutement des cellules de l'immunité en créant toutes sortes de molécules de cytokines pour réguler un peu ce qui se passe dans notre milieu du tissu conjonctif. Les fibres du tissu sont composées de collagène, des fibres résistantes, peu élastiques, d'élastines qui sont des fibres beaucoup plus élastiques et moins résistantes, et des fibres réticulées qui sont un peu entre les deux. Et entre ces fibres, ce qu'on retrouve, c'est une espèce de gel, un peu comme du pudding, qui est avec beaucoup d'eau, qui est très hydraté grâce à de l'acide hyaluronique et des protéoglycans, qui sont les structures bleues en arborescence là sur l'image, et qui vont en fait créer cette consistance un peu de gel qui va remplir tous les trous du tissu conjonctif. Il y a aussi une innervation propre pour ce tissu qui est composé de neurones de la douleur, les nocicepteurs, et des neurones pour les sensations mécaniques qui ont des mécanorécepteurs. On retrouve des cellules qui sont originaires du sang, des lymphocytes, des macrophages, des mastocytes, donc toutes les cellules du système de défense qui viennent un peu patrouiller et regarder qu'est-ce qui se passe dans notre tissu conjonctif. Alors, quelles sont les fonctions de notre système facial? En fait, on a vu un petit peu déjà tous les tissus qui le composaient. Du coup, on peut reprendre un peu ces fonctions en regardant ces différents tissus. Donc, par exemple, pour tout ce qui est tendon, c'est la transmission de la force. Pour tout ce qui est ligament, c'est plutôt la stabilité au niveau des articulations. On retrouve tous des aspects de proprioception et de coordination avec cette innervation mécanique dans le tissu conjonctif. On retrouve tout un aspect de la nociception avec l'innervation de la douleur. Une grosse fonction du tissu conjonctif est la signalisation cellulaire, donc de pouvoir recruter les cellules qui sont nécessaires pour venir se défendre ou pour venir réparer quelque chose, par exemple en cas de cicatrisation, de blessure. Et un domaine aussi très important, c'est que c'est là que se passe la réaction inflammatoire. C'est là qu'elle débute. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous au niveau de la clinique, parce que c'est là que ça fait mal. Les fibres et la matrice extracellulaire forment un soutien vraiment structurel dans lequel les vaisseaux sanguins, les artères, les nerfs, les vaisseaux lymphatiques peuvent circuler pour aller innerver ou vasculariser l'endroit cible. Donc c'est vraiment le tissu conjonctif qu'elles vont utiliser comme en fait voie de circulation pour les vaisseaux. Et les cellules elles-mêmes vont pouvoir se déplacer en suivant les fibres, en passant dans la matrice. Donc tout ce réseau de poutres va en fait servir au déplacement cellulaire. On retrouve toute une partie des cellules souches qui sont dans le tissu conjonctif, puis au moment où il y a besoin de réparer quelque chose, elles peuvent être mobilisées pour après se différencier en cellules plus spécialisées. Et la matrice extracellulaire sert également de
réservoir en fait pour stocker des cytokines, stocker des hormones qui à un moment peut-être vont être nécessaires et du coup vont pouvoir être mobilisés par les fibroblastes à ce moment-là. Et une fonction encore extrêmement importante, c'est que le tissu conjonctif sert de base sur tous les épithéliums. Donc, tous ces tissus qui sont en contact avec l'extérieur, en fait, ce qui est juste en dessous, c'est le tissu conjonctif. Donc, en dessous de la peau, c'est que du tissu conjonctif. En dessous des intestins, par exemple, c'est tout du tissu conjonctif qui va permettre, une fois que les épithéliums ont capté les sucres ou tous les aliments, de les métaboliser, les transformer et les envoyer là où c'est nécessaire. Donc il y a un rôle immense en fait sur l'échange des nutriments, des hormones et de toute la détoxification pour l'élimination des déchets du corps. Alors, quelles sont les pathologies de ce système facial? En fait, alors une des choses que je m'étais pas rendu compte, c'est qu'en fait la fibrose, donc qui est un épaississement du tissu conjonctif avec la création de tissus fibreux coagéniques, est une cause extrêmement importante de mortalité. Si on prend tous les différents organes qui peuvent souffrir de fibrose, par exemple, cancer du foie qui fait des fibroses du foie, par exemple un cancer des poumons qui fait des fibroses des poumons, une maladie inflammatoire qui peut faire une fibrose du tissu cible. Donc en fait, la fibrose représente à peu près 45% des causes de mortalité aux USA. Donc c'est énorme la mortalité associée au fascia. Et la fibrose va entraîner une perte de la fonction du tissu qui l'entoure. Parce que ce tissu n'a plus de place, il n'a plus les vaisseaux sanguins, il n'a plus les artères, plus les veines, plus les nerfs qui vont lui permettre de fonctionner comme il faut et c'est remplacé par tout du tissu cicatriciel qui n'a pas de fonction. On peut retrouver aussi dans la fibrose des syndromes de compression comme le tunnel carpien ou dans certains cas de spasticité, par exemple une infirmité motrice cérébrale, une partie de la résistance du système musculo-squelettique peut être imputée en fait au système des fascias. Et à l'inverse, on peut avoir des fascias qui sont trop lâches. Par exemple, dans l'air d'Anlos, avec vraiment le tissu conjonctif qui est beaucoup trop lâche et du coup une élasticité trop importante, une hypermobilité au niveau des articulations. Et au niveau des poumons, par exemple, la cigarette va détruire le tissu élastique du poumon et du coup, on va avoir la création d'un emphysème pulmonaire vu que le poumon ne peut plus résister à la cage thoracique et du coup, la cage thoracique va augmenter de taille. Donc ça, c'est tous des exemples de problèmes finalement très courants qu'on retrouve au niveau des fascias. Alors, une des questions que je me pose, c'est dans quelle mesure le système facial peut être responsable d'une partie des troubles fonctionnels qu'on peut suivre en clinique. Parce que si on reprend toutes les fonctions de notre tissu conjonctif, en fait, on retrouve beaucoup de possibilités qui pourraient expliquer des symptômes. Par exemple, au niveau de la transmission de la force, de la stabilité articulaire, proprioception, douleur chronique, enfin toutes ces choses-là, au niveau du système musculo-squelettique où on retrouve rien au niveau de la médecine, pourraient en fait être des problèmes du système au niveau des fascias. Si on pense à réaction inflammatoire, qui perdure dans le temps, par exemple dans une algoneurodystrophie, c'est typiquement quelque chose qui en fait se passe au niveau du système des fascias. Et si on regarde la suite des fonctions, le fait d'avoir une perturbation dans des échanges de nutriments, dans des hormones, dans les déchets, pourrait tout à fait expliquer qu'il y a certaines zones qui deviennent hypoxiques, où il y a une accumulation de cytokines inflammatoires qui ne peuvent plus être drainées parce que le soutien structurel du fascia est modifié, que les voies de circulation cellulaire sont perturbées, que le système de défense ne peut plus fonctionner correctement. Donc il y a plein de possibilités au niveau physiologique, peut-être dans l'avenir, qui pourront expliquer certains symptômes fonctionnels. Au niveau de la physiologie du système facial, je voulais vous présenter quelques aspects sur la douleur que je trouvais très intéressants. Alors, sollicitation du système facial dans un mouvement chronique, par exemple, peut déclencher une réaction d'inflammation
aigu dans un premier temps et après qui peut passer à chronique. Puis au niveau de la réaction chronique, il y a quelques aspects qui sont vraiment intéressants. C'est que une inflammation chronique va entraîner une fibrose du tissu conjonctif. Ça, on le connaît, par exemple, en cas de cancer du foie, ben, c'est ça qui se passe. Mais disons, si vous avez une réaction en continu dans un autre endroit, ça va déclencher une fibrose. La fibrose déclenche elle-même une ischémie et une hypoxie. Il y a plus de place pour les vaisseaux sanguins pour passer et ceux qui sont comprimés. Les veines sont également comprimées, donc on a une accumulation de déchets, une accumulation de cytokines pro-inflammatoires et il va avoir une irritation des nerfs qui passe dans le fascia, qui peuvent être également aussi comprimés, qui peuvent être également hypoxiés et du coup qui peuvent être douloureux. Et le fait d'avoir une fibrose va aussi diminuer l'élasticité et le soutien structurel du fascia qui va se rigidifier. Donc on va avoir des contractures musculaires, mais des contractures aussi probablement des organes qui vont avoir des changements dans leur forme et du coup qui ne vont plus pouvoir forcément fonctionner de façon optimale. Une autre chose intéressante, c'est que le tissu conjonctif, c'est là que la réaction inflammatoire se passe, alors au niveau local dans un premier temps, mais après peut passer dans un niveau systémique. Et ça c'est une question que je me pose, dans quelle mesure en fait notre tissu conjonctif est pas un des endroits où la sensibilisation périphérique se passe et qui pourrait être responsable de tous ces médiateurs qui après passent dans le sang et sont responsables d'une sensibilisation de la douleur au niveau central. Une autre chose intéressante, c'est que une inflammation chronique va faire un changement structurel au niveau du muscle, où on a un passage de fibres plutôt rapide à un passage de fibres lentes et une infiltration d'adipocytes dans les muscles. Et les adipocytes sont des cellules qui sont très facilement pro-inflammatoires, avec beaucoup de cytokines qui vont déclencher l'inflammation. Donc toute cette inflammation chronique va entraîner ces conséquences. Autre chose intéressante au niveau du système facial et de la douleur dans son fonctionnement physiologique, c'est que le système facial a sa propre innervation qui est dense avec des fibres C qui sont non myélinisées, donc des fibres lentes, donc qui sont pas là pour pouvoir réagir rapidement, mais qui nous donnent des informations sur qu'est-ce qui se passe dans notre tissu conjonctif. Et une partie de ces fibres va en fait se relier au cortex somatosensoriel, donc celui qui va permettre de localiser qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, quelle est l'intensité. Et une chose qui est intéressante, c'est que la douleur faciale est différente d'une douleur musculaire. Là, dans cette étude, la 12, ils ont injecté des solutions hypersalines qui, au niveau du muscle, au niveau du fascia, qui déclenchent en fait la stimulus de la douleur, et ils ont regardé un petit peu quelles étaient les différences, et en fait les personnes ressentent une douleur plus forte au niveau du fascia que dans un muscle, et c'est pas le même type de douleur. La douleur faciale, elle est plutôt avec des adjectifs très émotionnels, c'est agonisant, c'est brûlant, c'est terrifiant. La douleur musculaire est plus physique, ça pique, ça étire, ça coince, donc c'est pas du tout le même vocabulaire et c'est pas le même ressenti. Et le fait que le tissu conjonctif soit aussi innervé, ça c'est quelque chose aussi était une révélation pour moi, c'est que en fait la douleur n'est pas forcément issue de l'endroit qui bloque. La douleur peut être due à un point de convergence. Si on a un continuum de nos systèmes fasciaux, il y a plusieurs endroits, par exemple, qui sont contracturés, et bien en fait, la zone douloureuse, c'est la zone qui est le plus étirée, qui est à l'intersection de toutes ces zones de contracture. Et ça, c'est les trigger points qu'on retrouve dans la fibromyalgie, par exemple. C'est en fait des convergences de plusieurs muscles ou plusieurs tendons de notre système facial qui va converger sur certains points qui sont en fait des points plus sensibles. Et ça explique
que la douleur n'est pas forcément sous ce point, si on va creuser, mais qu'elle est issue d'autres endroits et qu'on peut la soulager en travaillant en périphérie en fait de cette douleur. Ça, c'est beaucoup l'approche qu'utilisent les ostéopathes ou les fasciathérapeutes. Et alors, une autre chose absolument formidable du système fascia, c'est qu'en fait, il y a une partie de ces fibres douloureuses qui sont reliées dans cortex affectif et pas somatosensoriel. Donc, ils vont directement dans l'insula et dans le cortex orbitofrontal, qui sont des parties extrêmement importantes pour déclencher les émotions. Et ces fibres-là font pas du tout de la douleur, elles sont absolument reliées uniquement aux émotions. Et ils ont vu ça en faisant des expériences chez les singes, donc qui se font des papouilles comme ça, et ils s'en font beaucoup plus, ils s'épouillent beaucoup plus que ce qui est nécessaire normalement pour enlever les poux. Et du coup, ils sont intéressés à pourquoi ils avaient ce comportement. Et en fait, le toucher social active certaines fibres de type C qui sont au niveau de la peau avec des poils. Ces fibres-là sont vraiment activées par un toucher léger, qui est le toucher social. Et en fait, elles vont dans l'insula, le cortex orbitofrontal, et depuis là, elles vont déclencher la voie des opioïdes. Et ils ont remarqué qu'en fait, les singes avaient un taux d'opiacés plus élevé quand ils se faisaient de l'épouillage. Et si on leur mettait un bloqueur de la voie des opioïdes, ils allaient s'épouiller plus. Et si on leur donnait des opioïdes de synthèse, ils allaient s'épouiller moins. Donc il y a vraiment une relation extrêmement forte entre la peau et le fait de pouvoir créer soi-même des endorphines. Alors ce qui est très intéressant d'autant plus, c'est que les endorphines créent déjà un certain bien-être, mais les endorphines vont elles-mêmes activer l'oxytocine qui, elle, active la sérotonine, qui est bien connue pour, en fait, être responsable de cette sensation de bien-être et de toutes les interactions sociales, beaucoup d'antidépresseurs qui agissent pour remonter la sérotonine. Donc, en fait, dans le tissu facial, dans le tissu conjonctif, on va avoir des neurones qui répondent de façon extrêmement forte aux émotions, et ça, je trouve, c'est fabuleux par rapport aux troubles fonctionnels pour faire ce lien des émotions au niveau du corps. Si on passe maintenant au fonctionnement du système facial au niveau du mouvement, il y a plusieurs choses aussi intéressantes dont je voulais vous présenter. C'est que au niveau des fascias musculaires, donc de toutes les aponévroses musculaires, en fait, comme c'est un continuum de tissu conjonctif, la force peut être transmise dans plusieurs directions et ça permet en fait de diffuser. Par exemple, l'accroche des tendons sur un os, ben ça va en fait répartir la force de traction du muscle, pas juste sur un point, mais sur toute une zone, et l'os va s'arranger pour pouvoir répondre à cette contraction. Donc, il y a une diffusion de la force, pas uniquement dans un seul sens, mais dans l'espace au reste du système facial. Et il y a une certaine énergie élastique qui est stockée dans le tissu conjonctif grâce aux fibres élastiques. Et par exemple, sur quelqu'un qui saute, le fait de pouvoir sauter de façon répétée, une partie du mouvement est assurée uniquement par la force élastique et pas seulement par la force musculaire. Une autre chose qui est intéressante, mais ça c'est tout à fait bien connu en médecine, hein, c'est que si vous faites du mouvement, ben, en fait ça va augmenter la déposition de collagène dans vos tendons, et si vous êtes immobile, ça va la diminuer. Ça c'est très logique, ça fait exactement la même chose au niveau de l'os. Là où l'os travaille, il va se renforcer, là où il ne travaille pas, il va diminuer. Mais du coup, ça nous donne aussi beaucoup d'idées par rapport à nos troubles fonctionnels qui restent dans l'immobilité et des effets que ça a sur le corps. Et une chose aussi intéressante, c'est que le collagène est en fait polarisé électriquement et qu'un mouvement du collagène, donc un étirement ou un mouvement du collagène va déclencher une réponse très faible mais électrique qui va en fait partir dans le reste du système facial. Donc il y a à chaque mouvement du collagène, il y a des informations électriques qui partent, et à l'inverse, une information électrique peut entraîner un certain mouvement du collagène. Donc ça, c'est comme s'il y avait une sorte de transmission d'informations électriques et physiques au reste du système. Au niveau des myofibroblastes, ça c'est quelque chose d'absolument fascinant. Donc ces cellules qui peuvent se contracter et changer
la forme du tissu conjonctif et qu'ils ont probablement un rôle extrêmement important, qui ont un rôle extrêmement important dans tous les processus de fibrose et de cicatrisation. Et ces myofibroblastes ne sont pas uniquement contractiles avec le système nerveux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qui se contractent. Par exemple, la teneur en oxygène peut varier la contraction des peptides vasoactifs qui sont libérés pour augmenter ou non le débit des vaisseaux sanguins peuvent changer leur contraction. L'acidité du milieu aussi. Le système nerveux autonome a également un rôle dans la contraction des myofibroblastes. Donc là, on réfléchissait aux émotions qui activent le système nerveux autonome, qui peut changer du coup la contraction des myofibroblastes et la structure du système facial. Toutes les cytokines pro-inflammatoires et les tensions mécaniques, le myofibroblaste va se contracter pour essayer de garder un certain équilibre au niveau des tensions. Donc si on tire dessus, il va se contracter. Si ça tire d'un autre côté, il va changer sa forme pour se contracter en face. Donc toutes ces choses-là peuvent en fait agir sur le système facial pour le changer la forme. On retrouve toute une innervation avec des neurones qui possèdent des mécanorécepteurs et qui ont un rôle extrêmement important dans la proprioception et dans le contrôle moteur. Alors ça, on le sait au niveau des tendons, hein, on le sait au niveau des ligaments, au niveau des aponevroses des muscles, il y a tous ces fibres-là, ça c'est clair, mais on en retrouve aussi un peu dans d'autres tissus conjonctifs. Et une autre chose intéressante, c'est que les fibroblastes vont s'orienter s'ils sont étirés pour pouvoir s'aligner et répondre de la manière la meilleure en fonction d'un étirement. Donc ils vont réorganiser tout leur cytosquelette et ça se fait vraiment très rapidement, déjà en quelques heures. Et ça laissait aussi penser que en cas de blessure, s'il y a une immobilisation, en fait, les fibroblastes ne vont pas s'orienter, ils vont être orientés de façon totalement aléatoire. Ils vont déposer le collagène de façon tout à fait aléatoire. Et le fait de pouvoir avoir des étirements très légers permet en fait une cicatrisation, une réparation du tissu facial de façon beaucoup plus structurée et beaucoup plus organisée. Autre chose intéressante par rapport au mouvement, donc l'acide hyaluronique, cette grosse molécule qui permet de capter de l'eau et de donner une viscosité comme vraiment une sorte de pudding au niveau de la matrice extracellulaire, eh bien, il peut aussi avoir au niveau de la physiologie des effets différents. Donc si la viscosité peut augmenter en cas d'acidose respiratoire, métabolique, ou alimentation acide. Le tissu est plus visqueux et on perd en souplesse. En cas d'immobilité, l'acide hyaluronique va avoir une viscosité augmentée. Donc de nouveau, pour les troubles fonctionnels, l'immobilité entraîne de plus en plus de viscosité, de difficulté à se mobiliser. Une diminution de la viscosité se retrouve, ça on l'a tous expérimenté, avec la température, qui vont casser en fait certaines chaînes de l'acide hyaluronique. Et en cas de mouvement, et c'est pour ça qu'il y a un échauffement souvent avant de faire du sport, ça monte la température et le mouvement va en fait induire une diminution de la viscosité et plus de glissement entre les fascias. Donc c'est des choses qu'on fait de façon inconsciente, mais qui commencent à être étudiées. Et au niveau des étirements, alors j'ai trouvé 2-3 informations extrêmement intéressantes, c'est qu'en fait, après 1 minute d'étirement, on commence vraiment à avoir une diminution de la résistance élastique du fascia. Et après 4 minutes d'étirement, vous avez perdu 90% de la force de résistance du fascia. Donc, dans un étirement long, vous allez vraiment aller beaucoup plus loin que dans un étirement court. Et le fait de faire un étirement lentement va diminuer la quantité de fibroblastes. Alors, c'est pas en quelques minutes, mais sur les semaines qui arrivent. Et un étirement rapide, par un coup, va augmenter la quantité de fibroblastes dans votre tissu. Et du coup, la quantité de myofibroblastes qui peuvent après contracter le système facial. Et autre information très intéressante, c'est qu'un étirement
léger à moyen a une action en fait anti-inflammatoire et va diminuer le nombre de cytokines pro-inflammatoires et faire sortir des cytokines anti-inflammatoires. Et le fait d'avoir un étirement fort, c'est exactement l'inverse. Ça va diminuer les cytokines anti-inflammatoires et avoir un effet pro-inflammatoire. Ce qui est assez logique, hein, parce qu'un étirement intense et fort, on est dans la limite d'une déchirure. Donc, il va falloir réparer. Il y a peut-être des micro-déchirures qui se passent. Il va falloir pouvoir réparer le tissu. Et autre chose aussi intéressante, ils ont essayé sur des souris d'injecter des cellules cancéreuses dans la colonne vertébrale et de faire des étirements de la colonne vertébrale chez certaines souris et d'autres non. Et en fait, il y a 50% de diminution du taux de cancer chez les souris qui font des étirements parce qu'il y a tout cet effet anti-inflammatoire d'un étirement léger. Et du coup, ça a été, je trouvais très intéressant parce qu'un étirement peut vraiment être pensé dans une optique anti-inflammatoire et dans une optique d'augmenter la mobilité, reprendre le mouvement. Donc plutôt un étirement lent, long et d'intensité légère. Et surtout pas faire des grands à-coups hyper secs comme on voit souvent chez certains sportifs qui ont en fait un effet tout à fait pro-inflammatoire. Alors, une des questions qui est un peu très ouverte dans le milieu qui s'intéresse au système des fascias, c'est est-ce que le système facial est en fait une sorte de mémoire, un système qui permet de mémoriser certaines informations. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il pourrait avoir une sorte de mémoire physique. Alors ça, ce sera à confirmer dans les années qui arrivent, mais il semblerait que en cas de traumatisme émotionnel, le système facial va se réorganiser d'une certaine manière en formant des sortes d'hexagones cicatriciels, donc système nerveux autonome qui vient contracter des myofibroblastes et qui donne une certaine organisation en hexagone. Et donc ces hexagones sont en fait des résidus d'un trauma psychique. Autre façon de mémoriser au niveau physique, c'est que en fait, dans les zones de tension, il y a plus de collagène qui se dépose, et inversement dans les zones fluides. Et du coup, au niveau des os, au niveau des tendons, c'est quelque chose qui peut être du coup analysé. Puis les archéologues qui analysent les squelettes, en fait, font ça. Ils vont regarder les os, là où il y avait des zones de tension ou non, puis ça leur donne beaucoup d'idées sur le mode de vie, l'activité de la personne qu'ils sont en train d'analyser. Et on peut se poser la question aussi de savoir s'il y a une sorte de mémoire chimique au niveau de la matrice extracellulaire qui sert de réservoir de cytokines. En fait, on pourrait tout à fait imaginer que pendant un certain temps, le réservoir est le témoin de ce qui s'est passé à un moment donné de la vie de l'individu. Alors, je vous propose maintenant de regarder quelles sont un peu les études qui ont été faites sur les fascias et les effets qui ont été montrés au niveau des thérapies manuelles. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a assez peu d'études, il y a quelques auteurs qui publient sur le sujet, et la qualité des études n'est pas toujours optimale. Alors, on retrouve beaucoup d'études. Dans ces peu d'études, on retrouve beaucoup d'études qui sont faites sur la mobilité du fascia avec des études par ultrasons pour essayer de montrer que, en fait, une technique de fasciathérapie augmente la mobilité dans le fascia quelque part. Et ça, il y a vraiment quand même une dizaine d'études là-dessus. Et c'est bien montré que le fascia gagne en mobilité et il gagne. Et c'est bien montré que le fascia gagne en mobilité après les techniques de fasciathérapie. Et après, il y a quelques études qui ont essayé de s'intéresser sur est-ce que la fasciathérapie va diminuer la douleur ou va influencer la physiologie du corps. Et par exemple, cette étude-là, la 13, donc, ont mesuré certaines valeurs sanguines avant, pendant 5 jours, cette étude numéro 13 a en fait mesuré des valeurs dans le sang de plusieurs substances pendant 4 ou 5 jours avant la réalisation d'une séance de massage suédois et ils ont remesuré juste après les valeurs. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a des différences dans, par exemple, la vasopressine qui est diminuée, le cortisol salivaire qui est diminué.
et des interleukines pro-inflammatoires qui sont diminuées et des lymphocytes circulants augmentés qui ont été mobilisés par le massage. Alors ils ont essayé de se dire, ok, si on fait ça pendant 5 semaines, est-ce que ça va changer quelque chose d'autre? Donc ils ont pris 2 groupes, un qui fait 1 fois par semaine pendant 5 semaines, un qui fait 2 fois par semaine pendant 5 semaines. Le groupe qui fait 1 fois par semaine, c'est les mêmes valeurs, on retrouve les mêmes résultats que pour une seule séance de massage. Et le massage 2 fois par semaine, alors ils ont trouvé qu'il y avait un changement dans l'oxytocine qui était augmenté. Et par contre, de façon un peu étrange, il y a des cytokines pro-inflammatoires qui sont augmentées, donc l'inverse de ce qu'ils trouvaient avant, et une diminution de l'AVP et des lymphocytes. Donc ça montre encore qu'au niveau physiologique, c'est pas tout simple de savoir quels sont les effets de la fasciathérapie. Alors ça, je pense que s'il y a une seule étude à lire, c'est celle-là, parce qu'elle est franchement plutôt bien faite au niveau de la méthode. Donc, ils ont pris en fait 120 participants, 60 qui ont des douleurs cervicales chroniques fonctionnelles et 60 qui ont des douleurs lombaires chroniques fonctionnelles. Et ils ont séparé ces 2 groupes de 60 en 30-30, 30-30, avec dans un groupe de 30 de chaque côté qui a en fait des séances de fasciathérapie, quelques séances avec les techniques citées sur la diapositive, et les 30 autres qui sont un groupe contrôle qui ont en fait un thérapeute qui va mimer des techniques de fasciathérapie mais qui ne les réalise pas. Et le but de cette étude, c'était de pouvoir montrer, de nouveau avec des ultrasons, est-ce qu'il y a une augmentation dans la mobilité des fascias cervicaux et des fascias lombaires, et aussi ils ont mesuré la mobilité des reins et de la vessie pendant la respiration. Et ils ont regardé également un questionnaire de la douleur pour voir si les techniques allaient diminuer la douleur. Et c'est une étude qui est plutôt bien faite parce que donc, les patients ont été randomisés et elle a été effectuée vraiment en double aveugle, et les images ultrasons qui ont été prises ont été en fait redonnées après à des radiologues en aveugle pour qu'ils puissent analyser ces images pour dire est-ce qu'ils voient un changement ou pas dans la mobilité des structures. Et il y a vraiment une claire différence entre les 2 groupes cervical et lombaire qui ont eu des traitements de fasciathérapie et les 2 groupes contrôles qui ont eu un faux traitement. Donc il y a vraiment quelque chose qui change au niveau de la mobilité des reins, de la vessie et des fascias. Et par rapport aux cotations de la douleur, il y a aussi une claire amélioration dans les groupes qui ont eu de la fasciathérapie. Donc ça, c'est plutôt une bonne étude. Après, on retrouve des études avec, franchement moins bonnes sur la méthode. Là, il y avait 28 participants, des douleurs à l'épaule chronique, il n'y a aucune randomisation, rien qui est fait en aveugle. Il y a 3 séances de fasciathérapie, puis ils mesurent en fait la VAS, donc l'échelle de douleur, avant le traitement, après et à 3 mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution assez nette entre avant et après le traitement, donc une réduction de la douleur, et qu'à 3 mois, ça a tendance, dans à peu près un tiers des cas, à remonter progressivement. Sur cette étude-là, 66 patients qui ont des fasciites plantaires depuis plus que 10 mois. Ils ont séparé en 2 groupes, avec la moitié où ils ont proposé des étirements du fascia plantaire 3 fois par jour pendant 8 semaines, et l'autre moitié où ils ont proposé des étirements du tendon d'Achille 3 fois par jour pendant 8 semaines. Et ils ont regardé en fait aussi l'échelle de la douleur, la VAS, et une échelle de la douleur particulière de la Foot Function Index. Et ce qu'ils voient, c'est que le groupe avec des étirements du fascia plantaire a une diminution beaucoup plus rapide et assez franche en fait de la douleur, avec une nette amélioration. Ce qui peut aller dans le sens d'un étirement du fascia qui a ses effets anti-inflammatoires.
Autre étude avec 23 participants, des douleurs chroniques à l'épaule, fonctionnelles. De nouveau, pas de randomisation, pas en aveugle, avec 4 séances de fasciathérapie sur 2 semaines et des évaluations de la douleur avant le traitement, après le traitement, à 1 mois, à 13 mois. Et ils ont fait aussi des évaluations de la douleur avec une algométrie. Donc c'est un appareil qui appuie sur les trigger points jusqu'à ce qu'il y ait le déclenchement de la douleur, puis ça leur donne une idée du seuil de déclenchement de la douleur. Et ce qu'ils voient, c'est que après le traitement, on a une réduction de la douleur qui persiste à 1 mois. Et dans cette étude, à 13 mois, il y avait encore une amélioration des cotations de la douleur. Et il montrait qu'il y avait une augmentation du seuil de déclenchement de la douleur après la séance. Alors après, voilà, c'est 23 participants. Donc ça donne un peu quelques idées sur que probablement la fasciathérapie a un rôle à jouer dans la douleur, un rôle à jouer dans pas mal de pathologies, mais qu'on est en train de découvrir tout ça. Alors à retenir, le système facial, c'est le tissu conjonctif et tous ces types de tissus conjonctifs qui sont présents dans notre corps. Et qu'il y a un continuum de tissus conjonctifs dans tout notre corps, entre tous nos organes, qui permet de relier l'ensemble de notre corps. Ce tissu conjonctif et ce système facial a en fait des fonctions absolument clés et très nombreuses, notamment dans tous les processus d'inflammation, de réparation tissulaire, dans tous les processus de signalisation cellulaire, recrutement cellulaire, un rôle important dans la douleur et la nociception et également dans la proprioception. Un rôle clé dans les échanges métaboliques, notamment au niveau intestinal et dans la signalisation. Et un rôle structurel pour permettre aux vaisseaux sanguins, aux nerfs, de pouvoir accéder en fait aux autres tissus de notre organisme. Il y a encore peu d'études, pas de très bonnes études sur l'efficacité des thérapies manuelles, mais de plus en plus de publications sur ce sujet. Puis on peut s'attendre à ce que dans les années qui arrivent, on ait une bonne idée un petit peu de qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que ça peut moins faire. Vous avez ici la bibliographie et le petit mot de la fin, un peu flou, mais la médecine fait tous les jours des progrès, alors revenez demain.